Quasiment à 3700 mètres d'altitude, tu fais 5 pas comme ça en tirant l'aile, t'es éclaté. Je sais pas quoi faire, et il y en a un autre qui arrive là. Il y en a un de chaque côté là. Et je crois que j'ai jamais arrêté de rechercher cette sensation-là. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Est-ce que tu m'entends Marion? Marion? Oui, bonjour Dominique, je t'entends très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode des Directs de l'Aventure. Les Directs de l'Aventure, c'est un live, ce sont des lives puisqu'il s'agit d'une série de webinaires qui vous plongeront au cœur de l'actualité des aventures. Vous y retrouverez de l'action, du rêve, de l'engagement et de l'inspiration. Mais d'abord, je voulais commencer donc par vous présenter l'équipe. Je précise au passage qu'on est tous bénévoles. À mes côtés, donc Marion Boulet, qui anime depuis longtemps les Cafés de l'Aventure et qui va donc aussi co-animer ce direct. Cécile Marié, qui assure la régie technique pour ce direct. Merci de ton aide, Cécile. Et moi, je suis Dominique Blechner, membre du conseil d'administration de la Guilde et inspirateur, organisateur des Directs de l'Aventure. Marion, pour commencer, peux-tu nous rappeler tout simplement ce qu'est la Guilde? Oui, alors la Guilde, on fait partie d'une association, loi 1901. C'est une ONG qui soutient des projets à la fois de solidarité et d'aventure. Ça fait déjà 50 ans et aujourd'hui, elle compte à peu près 25 salariés. Son cœur de mission, c'est d'aider les jeunes et les moins jeunes à partir. C'est d'aider les projets à grandir et ça s'illustre par 3 moyens différents. Bon, c'est la plus grosse ONG française d'envoi de volontaires à l'étranger, mais c'est aussi un incubateur de micro-projets à l'international, surtout en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine. Et enfin, elle développe aussi ses programmes humanitaires en propre. C'est pas le sujet de ce soir, mais on vous a mis dans le chat un lien vers le site internet de la Guilde. Donc n'hésitez pas à le fouiller si vous avez des questions sur nos différentes activités. Donc l'ADN historique de l'association, vous l'avez compris, c'est surtout l'aventure. Et ça se manifeste chaque année à Dijon par l'un des plus anciens festivals de films d'aventure vécus. Qui s'appelle les Écrans de l'Aventure. D'ailleurs, s'il y en a qui sont de Dijon ce soir, n'hésitez pas, à nous saluer dans le chat. Et la Guilde, c'est aussi des bourses de l'aventure qui dotent des projets chaque année. D'ailleurs, il l'a pas dit, mais mon acolyte Dominique, lui aussi est un aventurier ancien lauréat de cette même bourse, avec plusieurs expéditions à son actif. Et la Guilde, enfin, c'est aussi des cafés de l'aventure qui ont lieu chaque mois à Paris, au Zango. Le Zango, c'est un espace qui est un bar-restaurant dédié au voyage. La prochaine édition reprend le mardi 7 septembre. Pareil, si vous êtes ici ce soir après être venu nous voir à Paris, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fera plaisir parce que vous le savez, le Covid est passé par là, donc on a dû s'adapter parce que la Guilde, c'est aussi une communauté de femmes, d'hommes engagés et on a donc décidé de se réunir à nouveau en direct, en live, pour continuer malgré tout à vous présenter ces personnes passionnées qui nous entourent. Et du coup, c'est l'occasion pour vous de nous suivre depuis partout en France, de l'étranger et d'être du coup aussi plus nombreux en direct. Dominique, tu peux nous dire peut-être plus ce qu'on cherche à faire avec les Directs de l'Aventure? Alors Marion, effectivement, les Directs de l'Aventure, c'est un rendez-vous régulier, mais sans date fixe, avec l'idée de coller au maximum à l'actualité des projets. L'objectif va être de vous emmener dans les coulisses des voyages, de vous immiscer dans les aventures, dans les expéditions en cours. Vous verrez donc nos invités en bateau, à vélo, ça va être le cas ce soir, à cheval, sous leur tente, dans leur montagne ou dans leur désert, ça va être le cas aussi.
On veut sentir les aventuriers dans leur ambiance de voyage, on veut voir les paysages qui les entourent, on veut sentir leur personnalité lorsqu'ils sont dans leur élément. Du live, donc, du direct, pour mieux vous faire ressentir l'instant présent de chaque aventure sur le terrain. La seule incertitude, c'est la qualité de la connexion, mais ça, ce sont les aléas du direct. C'est ce qui fait la particularité de ces directs, donc on les assume. Et avant de commencer, Marion, peux-tu nous faire juste un point sur les aspects techniques pour bien utiliser cette plateforme? Ouais, alors pour la technique, je l'ai dit, vous avez un espace de chat. Donc normalement, il s'affiche par défaut, mais si jamais vous le voyez pas, vous pouvez l'afficher en bas à droite de votre écran. Il y a une petite flèche, voilà, qu'on vous affiche en plus, qui vous permet de faire apparaître ce panneau à droite. Donc dans ce panneau, il y a 2 espaces. Un premier espace de chat, donc c'est là que vous pouvez réagir, nous dire tout ce que vous voulez, réagir aux interventions, nous donner des idées, des suggestions si vous en avez sur cet événement. Et puis il y a un deuxième espace à droite, juste à côté, qui est l'espace de questions. Donc c'est là que vous pouvez taper, écrire la question que vous souhaitez qu'on pose à l'intervenant. Voilà, l'idée c'est que ça soit le plus interactif possible, même si on peut pas tous vous voir en même temps. Donc Dominique et moi, on prendra un petit temps après chaque intervention pour poser des questions à nos intervenants en direct. Donc vous pouvez aussi, si votre question elle a déjà été posée, vous pouvez voter en cliquant sur la gauche de la question pour la meilleure question, pour faire remonter la question, voilà, pour que nous on puisse s'y retrouver un peu en direct et poser vos questions préférées. Donc n'hésitez pas à être interactif avec nous. Merci Marion. Alors sans plus attendre, on accueille le premier invité de cette 2e édition. Il s'appelle Sébastien Audy. Hello Sébastien, sois le bienvenu. Merci de participer à ce direct de l'aventure. Tu es là, Sébastien. C'est un plaisir. Voilà, nous aussi. Tu nous appelles de Québec. Quelle heure il est pour toi à Québec? Il est un peu passé 12h30. D'accord, ok, super. Bon, alors je tiens à signaler avant toute chose qu'on s'était contacté et j'avais contacté Sébastien avant son expédition. Évidemment que j'ai beaucoup hésité avant de revenir vers toi, Sébastien, après le drame que tu as connu, mais on a trouvé, toi et moi, que ce type d'émission, finalement, c'était une belle occasion aussi de rendre hommage à Dixie, qui figurait parmi les explorateurs polaires les plus renommés, engagés et actifs. Et donc, on a décidé de maintenir ton intervention malgré la fin tragique qu'a connue votre expédition. Donc, on va rappeler aussi à nos éditeurs que cet accident, il a eu lieu très récemment, puisque c'était il y a un mois. Ce que je te propose, Sébastien, c'est d'une part que tu nous racontes en quoi se consistait cette expédition, ce qui s'est passé, évidemment. Probablement, on aura des questions. Et puis de revenir sur Dixie en rappelant ses différentes expéditions et peut-être en nous citant quelques anecdotes pour bien comprendre qui il était. On va passer aussi des photos à un moment donné que tu nous commenteras si tu veux bien. Et peut-être pour commencer, tu peux peut-être nous dire toi qui tu es et comment tu en es arrivé là et puis après, comment vous vous êtes rencontré avec Dixie. Absolument. Donc, vous voyez mon nom, je m'appelle Seb Audy et puis j'ai été un fan d'aventure depuis de nombreuses années. Évidemment, en étant Canadien, on a beaucoup de grands espaces, alors plusieurs week-ends de camping en étant plus jeune. Et un peu plus tard, après avoir commencé ou terminé mes études et commencé ma carrière, je me suis mis à l'alpinisme. Tout d'abord en grimpant quelques montagnes comme la Concagua ou le Kilimanjaro et éventuellement j'ai gradué en me lançant dans des expéditions de plus grande envergure dans l'Himalaya, donc l'Everest, le Cho-Oyu, le Shishapangma. Et à un certain moment, j'ai fait un virage pour… j'ai toujours apprécié grandement les sports d'endurance. Et donc… C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon? OK, C'est plus bon. Oui, donc en attendant que Sébastien revienne, en fait, vous l'avez entendu, mais effectivement, entre les week-ends d'entraînement du début quand il était jeune et l'Everest, il y a eu effectivement pas mal de temps entre les deux. Donc, on va attendre qu'il se reconnecte. Donc, en fait, Sébastien, vous l'avez compris, c'est quelqu'un d'extrêmement physique, en fait.
Il s'est évidemment pas mal entraîné. Je sais qu'à Québec, il s'était présenté, enfin, il a fait ce qu'on fait souvent quand on fait des entraînements de ski pulka, c'est-à-dire qu'on tire ses pneus. Et donc, je parlais de la vidéo où on te voit t'entraîner dans les rues de Québec, j'imagine. Oui, exactement. Donc, désolé pour le petit problème technique. Donc, je mentionnais que j'ai fait un virage vers des expéditions plus en milieu polaire, étant un athlète d'endurance, ayant complété plusieurs marathons, des Ironman et des triathlons et des choses comme ça. Donc, j'avais une attirance pour les régions polaires. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai rencontré Dixie il y a 2 ans et on était supposé faire une expédition ensemble l'année dernière, expédition qui a été cancellée en raison de la pandémie et reportée à cette année. Donc, le projet d'expédition en tant que tel, c'était une traversée du sud du Groenland, un peu sur le glacier ou la calotte glaciaire qui est juste au nord d'un petit village qui s'appelle Narsarsuaq, dans le sud du Groenland. Et ensuite, d'utiliser le ski cerf-volant ou snow kiting comme moyen de propulsion. Et la destination finale était supposée d'être Qaanaaq, qui est le village le plus au nord du Groenland sur la côte ouest, à un peu plus de 2000 km. Donc, ça a été vraiment une expérience aussi très enrichissante puisqu'il y avait une composante scientifique. On collectait des échantillons de neige matin et soir et on a aussi creusé plusieurs puits pour collecter des échantillons à différentes profondeurs. Alors, Et tout ça pour le bénéfice. Excuse-moi, ce que je te propose, c'est qu'on va passer quelques images parce qu'il y a des images de puits, je crois, et de préparation de l'expédition. Oui. Voilà, donc là, c'est les entraînements dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Donc en tirant effectivement, tirant les pneus. Donc, ça, c'était toute la nourriture qu'on a utilisée. Évidemment, beaucoup de nourriture lyophilisée pour minimiser le poids. Alors, je mangeais environ 5 à 6 000 calories par jour durant l'expédition. Vous êtes parti avec combien de kilos dans vos pulkas? Donc, j'avais, si je me rappelle bien, c'était 125 kilos au départ. Mais évidemment, au fur et à mesure que l'expédition progresse, le poids diminue légèrement. Ouais, donc, ici, on voit, je faisais des rations, un sac comme ça par jour. Ça me permettait de vraiment bien compter les calories, de m'assurer que j'ai des bonnes rations pour chaque journée. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus facile aussi. Vous êtes parti donc du sud. Vous êtes monté comment sur la calotte glaciaire? Donc, c'est un gros hélicoptère de la compagnie Air Greenland qui nous a déposés sur la calotte glaciaire. D'accord. Notre départ d'expédition a été reporté d'environ 6 jours en raison d'une violente tempête qui a complètement détruit le terrain. Des vents violents qui sont montés à 80-85 nœuds. Alors, il y avait une formation importante de sastrugies qui sont un peu des vagues, si on veut, sculptées par le vent. Donc, il y a des trous entre ces ondulations-là. Donc, c'est un terrain qui est extrêmement difficile pour faire du ski cerf-volant. Alors, c'est très difficile sur les articulations. Ça, c'est au début de notre expédition. Il y avait très peu de vent pour je dirais peut-être 2, 3, 4 premiers jours. Alors, pour garder la forme, on décidait de tirer nos traîneaux à force d'homme pendant quelques heures et faire comme ça peut-être un projet, disons, un progrès qui est très, très modeste, mais tout de même, on allait dans la bonne direction. Et est-ce que tu peux me dire techniquement, donc vous aviez des ailes, vous aviez quoi, 2 ailes chacun ou 3 ailes chacun? Nous en avions 3 chacun, donc une 6 mètres, une 12 et une 18 mètres pour les journées où il y avait très peu de vent. Voilà. Donc ça, c'était une journée où il n'y avait pas de vent. On a pris le bain polaire, le classique où on est juste en sous-vêtements et on se roule dans la neige et on essaie de se laver comme on peut. Et ça peut paraître un peu
intense, mais on se sent très bien après coup. Ça stimule la circulation sanguine. C'est pour ceux qui connaissent l'approche de Wim Hof. Donc, c'était un peu ça l'idée. Ça, D'accord. c'était une journée avec Dixie. On a décidé, après plusieurs jours sans vent, on s'est dit, bon, ben, le vent, il est cette nuit. Alors, sur cette photo, il est un peu passé minuit. Et donc, on peut voir, comment dire, le soleil qui se couche, ou ce qui se couchait très peu, disons, à ce temps-là de l'expédition. Et un peu plus tard, alors qu'on nous progressions vers le nord, il faisait clair 24 heures sur 24. Et comment est-ce que vous gériez justement la présence du vent et du thermique, j'imagine? Est-ce que vous utilisiez vos ailes donc plutôt la nuit, plutôt le jour? Comment ça se passait? En général, on essayait le plus possible d'avoir un régime militaire, c'est-à-dire on se lève très tôt le matin. Là, habituellement, selon les patterns de vent, les matinées étaient plus favorables dans les premières semaines, donc on essayait d'en tirer profit au maximum. Mais il est arrivé quelques fois où on a fait du kite beaucoup plus tard, soit en soirée ou même pendant la nuit, de façon à progresser le plus rapidement possible et le plus sécuritairement possible vers notre objectif ultime. Et Et ça ici, c'est une photo intéressante. On a rencontré une autre tempête très importante avec des vents. Le vent qui a été enregistré est à 95 nœuds, je crois, par la base américaine située juste à côté de cet endroit-là. Ça s'appelle DIE-2, D-Y-E, le chiffre 2. On le voit très bien ici. C'est une base américaine abandonnée aujourd'hui depuis plusieurs décennies, qui était de l'époque de la guerre froide avec l'Union soviétique. Et donc, on a utilisé cet endroit comme un refuge pour se protéger du vent pendant 5 jours, si je me rappelle bien. OK. Et c'est dans quel état actuellement? Parce que j'ai le souvenir d'avoir vu des photos d'un vieux billard. Il reste encore des Oui, choses. Ouais. ouais, à peu près tout est à peu près intact, je dirais. Évidemment, là, il y a quelques fenêtres brisées, et donc il y a des infiltrations de neige. J'ai l'impression que cette base américaine pourrait peut-être un jour être ensevelie sous la neige dans peut-être 15, 20, 30 ans, je ne sais pas. Mais on voit vraiment, selon aussi ce que Dixie me disait, il a vu Die2 peut-être 15 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt et ça a beaucoup changé. C'est sur une plateforme surélevée. Le dessous est presque entièrement enneigé. Et puis, ça a été très compliqué d'entrer dans la base. Il y a des portes qui sont bouchées de nos jours. Donc, on a été vraiment très chanceux de pouvoir entrer par la dernière porte d'accès qui était sur le toit. Donc, on a dû grimper sur le toit et D'accord. puis dans les vents et tout ça. Alors, c'était disons, Acrobatique. pas la meilleure option. Ouais, Ouais, c'est un peu sketchy, comme on dit. ouais, sketchy. Là, on te voit en Ouais, pleine donc, méditation. ouais, c'est quelque chose que je faisais toujours, la méditation le matin, le soir. Bon, si on était coincé sous la tente alors qu'il y avait des vents importants. Donc, c'est toujours une bonne façon de faire quelque chose de bien pour son corps et son esprit et faire passer le temps aussi en même temps. Ça, c'est aussi à l'intérieur de Die2, donc c'est à l'intérieur du dôme qui est situé sur la partie supérieure du bâtiment. Et puis, c'est à partir de là qu'ils pouvaient utiliser ce radar pour identifier s'il y avait des menaces en provenance de l'Union soviétique, des missiles ou autres véhicules militaires. Et ça, c'était, bon, ma période d'entraînement. J'ai fait 2 semaines au New Hampshire, aux États-Unis, dans le nord-est. Et aussi, bon, il y a le symbole de carbon neutral. Je suis un environnementaliste qui a beaucoup à cœur de réduire, voire éliminer le footprint ou l'empreinte écologique de mon existence, finalement. Donc, quand je fais une expédition comme ça, je collabore avec des différents organismes. Dans ce cas-ci, c'était We Are Neutral, qui est un ONG américain. Et donc, on a estimé le nombre de CO2, d'émissions, et puis on a
utiliser des moyens de compensation, planter des arbres, capturer le carbone à travers une compagnie qui est basée en Suisse et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est également très, très important pour moi. D'accord. Alors, Daitu, la base qu'on a vue, ça se situe à peu près au premier tiers, à la fin du premier tiers, dans la remontée, on va dire, c'est ça? Oui, environ. C'est pas très loin du cercle arctique, en fait. Donc, au 66e parallèle. Donc, ici, on voit un peu les Sastrugies. Évidemment, sur une photo, on n'arrive pas à rendre très bien donner l'impression de qu'est-ce que ça a l'air, mais je dirais que des fois, les trous peuvent être profonds de plusieurs dizaines de centimètres. Ça peut être 30, 40 centimètres. Donc, des fois, quand tu vas à une vitesse de, je ne sais pas, peut-être 30, 40 km/h, lorsque les vents sont favorables, alors ça peut vraiment cogner de façon très importante. Et ça ici, ça en est un puits, Dominique, où on a pris les échantillons de neige. On a découvert aussi une petite crevasse en creusant après 1 mètre. On a rencontré cette toute petite crevasse. Il n'y a aucun moyen, justement, donc on peut parler effectivement des crevasses, parce que là, on voit quelque chose de très, très plat. Il n'y a aucun moyen de lire le relief et d'imaginer. On sait que quand on se rapproche des côtes à la fin de la calotte, ben, évidemment, il y a plus de glissement de terrain, donc on imagine qu'il y a des zones qui sont plus dangereuses que d'autres. Mais quand on est sur le dessus de la calotte, a priori, il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit. Effectivement, Dominique, c'est une bonne observation, mais en même temps, je peux te confirmer que nous avons vu des crevasses au beau milieu de la calotte également, et qui étaient très profondes, dont une où nous sommes arrivés là, tout brusquement devant cette crevasse. J'ai dû faire manœuvre d'urgence pour être en mesure de stopper la vitesse hier. Ce sont des endroits où il y a des dénivelés. Donc, par exemple, s'il y a une légère colline qui va vers le bas, peut-être vers le coude inférieur, on peut retrouver peut-être 1 ou 2 crevasses. Donc, mais sinon, par exemple, dans le cas de notre expédition qui s'est terminée d'une façon très tragique, nous étions à proximité de la côte ouest du Groenland. Et nous sommes entrés dans une zone où il y avait beaucoup de crevasses et c'est à cet endroit, malheureusement, que le tragique accident est survenu. D'accord. Vous étiez donc, Dixie était devant toi, c'est ça, à ce moment-là? Oui, exactement. Ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on est arrivé dans cette zone de crevasses. Bon, et pour en sortir, évidemment, avec les kites et tout ça, on a moins le contrôle sur la vitesse. On est moins agile aussi à tourner gauche-droite très, très rapidement. Donc, on tirait nos traîneaux à force d'hommes et c'est à ce moment que mon compagnon qui marchait peut-être 2 ou 3 mètres devant moi est malheureusement tombé au fond de la crevasse. D'accord. Ouais. Et donc là, comment tu as pu alerter les secours? J'imagine que tu avais un moyen de communication et comment ça s'est passé? Ils sont arrivés en combien de temps? Ouais, ben ils sont arrivés assez rapidement, étant donné que nous étions dans un endroit très, très éloigné. Donc, on était un peu, je crois, environ 300, peut-être un peu plus de 300 mètres 300 km, pardon, au sud de Qaanaaq. Et donc, nous avons, en fait, j'ai établi le contact avec Dixie dans la crevasse et après coup, j'ai utilisé mon téléphone satellite pour orchestrer les opérations de sauvetage. Et ils sont arrivés un peu moins de 5 heures plus tard, après l'appel initial. Et donc, pendant ce temps-là, j'essaie de maintenir le contact avec Dixie, aussi de préparer la zone, c'est-à-dire de sécuriser l'accès à la crevasse avec mon bâton de ski et j'ai enlevé le basket pour être en mesure de m'en servir comme une probe
Et donc, je voulais m'assurer que l'hélicoptère puisse se poser de façon sécuritaire et que l'équipe de sauvetage puisse commencer les manœuvres immédiatement après avoir déposé leurs pieds sur le sol. Et donc, c'est un peu de cette façon-là que ça s'est orchestré. D'accord. Alors, Dixie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Dixie, quand même, qu'on comprenne son parcours et son caractère? Oui, ben Dixie, c'était vraiment une personne qui avait une joie de vivre très profonde, un bon sens de l'humour. Il recherchait toujours une façon d'alléger l'atmosphère, des fois quand on avait une mauvaise journée, où il n'y avait pas de vent, on faisait très peu de progression et tout ça. Donc, il avait ce sens de l'humour, cette énergie très positive, très optimiste. C'était également une personne très dédiée envers sa famille, très impliquée avec ses parents âgés et très impliquée. Je crois qu'on a perdu notre ami Sébastien. Bon, on a compris l'essentiel du message. On va voir s'il revient. Y a-t-il des questions du public, peut-être? On va attendre quelques secondes. Ouais, voilà. C'est bon, la communication est revenue, Sébastien. Désolé, Dominique, je suis de retour. Donc, évidemment, il était famille, un homme de grand cœur qui voulait avoir un impact sur les gens à travers ses conférences ou encore à travers des contributions à la recherche. Et je dirais aussi, les gens le connaissent beaucoup par ses exploits sportifs extraordinaires, entre autres une traversée de l'Antarctique avec son collègue d'expédition Alain Hubert, avec lequel il a fait aussi une autre grande expédition, si je me rappelle bien, je crois que c'était en 2006 ou 2007, où il a fait une traversée de la Sibérie jusqu'au Groenland en un peu plus d'une centaine de jours. Il a fait aussi un parcours circulaire en Antarctique en 2011 qu'il avait d'ailleurs l'intention de refaire avec le but de compléter en novembre et décembre 2022. Et il a aussi fait un parcours circulaire du Groenland, si je me rappelle bien, sur environ 4000 km avec Eric McNair-Landry, qui est un Canadien aussi, explorateur polaire très, très connu dans mon pays. Super. Bon, bah écoute, je crois qu'on en sait maintenant suffisamment. C'est bien sur ce personnage vraiment marquant et comme tu dis, je pense que c'est intéressant aussi de savoir comment il était en tant que compagnon d'expédition. Donc, merci Sébastien pour ta présence. Donc merci encore. On t'envoie à nouveau toute notre amitié, nos bonnes ondes, notre soutien. Take care, hein, prends soin de toi. Je sais aussi, j'ai vu une vidéo là, on voit ton enfant là qui vient te chercher à l'aéroport il y a quelques semaines. Donc voilà, prends soin de ta petite famille. Merci. Bonne route. Oui, parfait. Bonne salut à toi. Merci beaucoup. Merci. Marion, je connais bien l'invité suivant, puisque j'ai eu la chance d'être avec lui il y a quelques jours et de filmer sa mise à l'eau sur la côte est du Groenland. On est dans la même région. Et c'est toi, Marion, qui nous le présente. Oui, alors je suis ravie de vous présenter le prochain invité. Donc là, suite à cet hommage, on va prendre 10 minutes pour 3 autres projets qu'on avait envie de mettre en avant. Et le premier qui va monter sur scène avec moi, c'est Vincent Grison. Vincent Grison de l'expédition Rennes-Pôle Nord. Donc c'est un vrai défi sportif encore une fois et de sensibilisation. Salut Vincent. Alors Vincent, il est à la fois, il est plein de choses. Il est à la fois architecte naval, navigateur, travailleur humanitaire et il était venu d'ailleurs au Café de l'Aventure il
il y a plusieurs mois de ça, au tout début du projet. Donc, un projet qui a demandé beaucoup de préparation technique, il va nous en parler. Et aujourd'hui, on a la chance de l'avoir en direct avec nous après pas mal de péripéties sur la banquise que tu vas nous raconter. Je précise aussi avant que Vincent, tu es lauréat de la bourse maritime de la Guilde, qui t'a été remise en 2019, je crois, au Sable d'Olonne, lors du festival de films d'aventure dédié à la mer qui s'appelle Les Écrans de la mer. Voilà, bon Vincent, je te laisse la parole sans plus tarder. Est-ce que tu peux te présenter un peu mieux, nous expliquer où tu en es aujourd'hui dans l'expédition et puis quels aléas tu as dû traverser? Oui, bien sûr. Bonjour Marion. Alors moi je vous appelle depuis Ísafjörður, une ville qui est dans le nord-ouest de l'Islande, et je suis rentré hier du Groenland où j'ai passé un peu plus de 3 semaines. Donc comme tu le disais, moi je suis à la base architecte naval et navigateur, et depuis quelques années j'avais le souhait de monter un projet qui allierait éducation à l'environnement et une petite dose d'aventure maritime. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de monter un projet qui s'appelle Rennes Pôle Nord, puisqu'à l'origine, l'idée était d'aller en direction du pôle Nord. Et malheureusement, pour cet objectif, en raison du Covid, on a dû modifier cela en début d'année et trouver un autre morceau de banquise à visiter, à présenter aux scolaires qui font partie du programme. Donc là, vous avez la cartographie du projet, donc une cartographie interactive. Donc là, on voit que je suis situé au nord-ouest de l'Islande. Et c'est un projet qui a voulu avoir une approche globale. Et l'idée est de dire, l'aventure commence sur le pas de sa porte. Et comme moi, j'habite Rennes, l'idée était d'aller jusqu'à la banquise depuis chez moi et d'en revenir en utilisant que des moyens de locomotion, agiles et non polluants. Donc, on a utilisé différents modes de propulsion. Le premier, c'était le vélo depuis Rennes jusqu'à Saint-Malo, puis le voilier de Saint-Malo jusqu'à la côte groenlandaise. Et à partir de la côte groenlandaise, j'ai utilisé un petit bateau aviron traîneau de ma conception, qui m'a servi à me déplacer le long de cette côte groenlandaise, où on trouve encore un petit peu de glace, un petit peu moins que les années précédentes, mais toujours un petit peu de glace. Et donc voilà, là on voit les tout petits points là, parce que la distance entre les points, c'est la distance qui est effectuée par jour. On voit qu'en voilier on avance assez vite, et en traîneau à rame on avance bien moins vite. Et donc voilà, donc j'ai longé cette côte groenlandaise pendant 3 semaines, et la moitié du temps était consacrée à la progression. Donc soit à pied en tirant le traîneau sur la glace, soit à la rame, soit avec des cerfs-volants. Malheureusement pour moi, j'ai eu beaucoup de conditions où c'était plutôt de la rame. Je m'attendais à des conditions avec des vents beaucoup plus dans la bonne direction, et malheureusement j'en ai eu que pendant 1 jour, donc pas mal de rame. Et donc l'autre moitié du temps, c'était dédié à des échanges avec les classes qui font partie du programme. Et donc c'était des échanges en visioconférence, puisque le bateau est équipé d'une grosse antenne satellite, et on faisait des visios pour échanger de la découverte de ce bel endroit. Et quelle mission est-ce que tu te donnes du coup auprès du grand public, et en particulier de ces enfants? Je crois que tu as eu une relation aussi sur un peu du moyen terme, long terme avec les écoles. Comment est-ce qu'ils réagissent, les enfants? Eh bien, si on est vraiment donc c'est des enfants que je connais, que je commence à connaître, puisqu'on a eu des échanges réguliers depuis un petit peu plus d'1 an, et on va encore se voir l'année prochaine. Et l'idée, c'était de découvrir ensemble cette zone géographique, puisque pareil, pour moi, c'était une grande découverte. Donc, je suis jamais venu dans cette zone avant.
Et donc de découvrir cet endroit ensemble était vraiment l'objectif, et en essayant d'orienter leurs encadrants, leurs professeurs et animateurs vers voilà, des questionnements sur les problématiques environnementales qui touchent le Groenland et la banquise. Ok. Je crois que le rameur dont tu as parlé de ta conception, il a un petit nom, il s'appelle le Bresse-Glace, en hommage à la Bretagne, puisque Bresse, ça veut dire Bretagne. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ce matériel particulier? Et je sais qu'il y a pas mal de photos aussi sur les réseaux sociaux où on le voit. En quoi est-ce qu'il est particulier? Ouais, donc là on a la vidéo qui est en cours. Donc le Bresse-Glace, c'est une école de la ville de Rennes qui a trouvé ce super nom. C'est voilà, je l'ai construit de façon à ce que ça soit le plus minimal possible et que ça soit un endroit de sécurité, une petite capsule de survie qui puisse être utilisée un petit peu dans toutes les conditions. Il est construit en matériaux composites, il fait 5,50 m de long, 1 m de large, 90 kg, avec tout l'équipement chargé, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'équipements de communication, de moyens de locomotion aussi. Voilà, au début de l'expédition, il faisait 170 kg. Et donc après, voilà, on voit les différents modes de propulsion. Bon, ça tourne voilà, à la rame, on parle à peu près de 5 km/h. À pied, on avance à peu près à 4 km/h, et en cerf-volant un petit peu plus, aux alentours de 7-8 km/h, mais sans se fatiguer. Donc c'était vraiment voilà, le bateau était aussi beaucoup dessiné en fonction de cette capacité à aller avec le cerf-volant. Malheureusement, j'aurais pas pu beaucoup en faire, mais ce n'est que partie remise. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment se passe la vie sur place? Quelles sont les conditions de vie? À quel point c'est hostile ou pas pour toi? Est-ce que le corps s'habitue? Alors c'était bon, une grande découverte pour moi. Voilà, c'est la première fois voilà, pour moi de passer du temps dans cette zone, et j'avais beaucoup d'idées reçues, d'a priori. Je me disais il va faire très très froid, la banquise ça doit être quelque chose d'assez plat, continu, je vais en trouver beaucoup, je m'attendais à voir vraiment du mauvais temps, et en fait j'ai rencontré plutôt du beau temps, du soleil. Il faisait froid autour de 0 degré, et ce qui a vraiment ce à quoi j'ai dû vraiment m'adapter, c'était vraiment les conditions de glace, parce que voilà, la glace, ça évolue vraiment très très vite dans la journée, sur la semaine, et c'est vraiment le principal aspect qu'il faut vraiment intégrer dans sa locomotion, puisque ça peut aussi bien vous faciliter la vie, comme ça peut devenir dangereux, voilà, si on traverse la glace, si on peut se faire comprimer le bateau entre deux plaques de glace, ça peut. Donc ça, il y a eu vraiment un apprentissage, notamment les premiers jours, sur comment on se déplace là-dessus, sans prendre trop de risques. Et ensuite, une fois que cette phase d'apprentissage a été faite, il y a eu la routine s'est mise en place, qui était assez agréable. Donc c'est vraiment comme le disait Sébastien, c'est quasi militaire. Voilà, tout s'enchaîne jour après jour. Un petit peu cette routine qui fait qu'on essaye d'être le plus efficace possible pour passer le plus de temps possible à avancer et à faire des choses utiles pour le projet. Et donc voilà, donc cette phase c'est fini il y a quelques jours, mais voilà, comme c'est un projet qui est global, et il reste encore 1 mois de navigation pour rentrer en France avec le Bresse-Glace qui est posé sur un voilier de 16 mètres en aluminium qui s'appelle Trifon, et c'est comme ça qu'on va rentrer bien vers la Bretagne. Et donc du coup, comment est-ce que tu t'organises pour te géolocaliser et puis retrouver du coup le voilier après? Eh bien, il y a beaucoup d'antennes satellites sur ce bateau. Il y en a une grosse là qui permet d'avoir l'internet comme à la maison. Donc ça, c'est très pratique, et en même temps, ça donne un aspect à l'aventure qui est assez particulier. On pourrait penser que quelqu'un qui se balade dans ces zones est vraiment isolé, solitaire, et en fait non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment connecté en permanence avec les écoles, mais ce qui me donne aussi la possibilité d'être
en lien avec eh bien, les équipes du projet, qu'elles soient à Rennes sur voilà, des aspects voilà, éducatifs ou de communication, ou sur des aspects plutôt de sécurité, comme avec le voilier qui était lui soit en Islande ou soit au Groenland, dans la zone dans laquelle je me trouvais. Donc c'était assez facile de communiquer. Est-ce que tu peux nous dire, avant de partir, comment tu as géré la solitude, la partie solitaire de l'expédition, et puis surtout les rencontres particulières que tu as pu faire sur place? Ouais, bah alors bon, les rencontres, elles sont. La première rencontre que j'ai faite, c'est voilà, une nuit, j'étais réveillé par des chasseurs groenlandais qui se demandaient un petit peu ce que je faisais là. J'étais un peu au large sur une plaque de glace qui dérivait. Je m'étais couché et là, je tombe sur des chasseurs qui s'inquiétaient un petit peu pour moi, et donc ils commencent par me dire bon bah voilà, est-ce que tu n'as pas peur des ours, parce qu'il y en a quand même beaucoup par là, et c'était quelque chose que j'avais anticipé un petit peu, les ours que je comment dire, voilà, que j'appréhendais un petit peu dans cette gestion, parce que c'est quand même un animal qui peut être hostile à l'homme et qui est présent dans cette partie du Groenland. Et donc j'en avais un petit peu peur. Et donc voilà, première nuit, rencontre avec des chasseurs du coin qui me disent bon, fais bien attention aux ours, et ça s'est vérifié par la suite. Et voilà, très très souvent j'étais dérangé par les ours. Voilà, j'en ai vu il me semble 18 voilà, dont certains que j'ai vus plusieurs fois pendant ces 3 semaines. Et dans certains cas, il y a eu des rencontres qui étaient vraiment très très proches. Et notamment la dernière, enfin l'une des dernières, il y en a eu d'autres après, hein, où l'ours, c'était une ours femelle avec son enfant qui eh bien, m'ont attaqué à l'intérieur de mon bateau. Et il a fallu que j'utilise un pistolet de lanceur de fusée de détresse pour pouvoir faire fuir cet ours qui avait bien décidé de me croquer à l'intérieur de mon bateau. Donc ça a été un moment assez stressant, et je m'en souviendrai longtemps, et ça sera aussi un apprentissage pour les prochaines fois où je viendrai dans la région, parce que voilà, je pense que quiconque va dans ces régions peut être vraiment envoûté par ces beautés, et tout en gardant à l'esprit voilà, que les ours polaires sont vraiment des animaux à respecter et à intégrer vraiment dans sa façon d'être, voilà, de manière quotidienne, et voilà, en permanence, quoi. Donc voilà, donc ça c'était voilà, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place dans le projet, la gestion des ours polaires, et ça a été quasiment au quotidien. Voilà. Donc là, je suis content d'être arrivé en Islande où il n'y a plus d'ours polaires. Ben, on est content de t'avoir aussi avec nous ce soir. Alors, il y a Paola qui pose une question dans la rubrique questions, hein, pas dans le chat. Comment arrives-tu à faire une lecture des plaques de glace pour évaluer du coup leur solidité et prévoir ton avancée? Eh bien, le mieux, c'est de prendre un petit peu de hauteur pour établir voilà, une carte un petit peu de la glace autour de soi. Donc prendre de la hauteur, ça peut être soit se mettre debout sur mon petit bateau, soit monter sur une plaque de glace à proximité qui a des blocs un peu plus élevés sur lesquels tu peux prendre un petit peu de hauteur, ou sinon tu peux utiliser le drone, hein, qui est un très très bon outil pour voilà, avoir une vue d'ensemble. Okay. Et ensuite, eh bien, voilà, se méfier des gros blocs qui peuvent se casser. Ouais. Éviter d'aller sur la glace quand il y a trop de vent aussi. C'était voilà. J'ai essayé de pas prendre trop de risques, parce que je savais que c'était aussi une première expérience et que je pourrais rapidement me faire surprendre. Voilà, étant en solitaire, en plus, je pouvais pas me mettre trop en difficulté.
Nous, ce qu'on apprécie aussi beaucoup dans ton projet, c'est le fait que tu partages énormément sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'expédition. Donc on va vous mettre un lien dans le chat. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a à la fois une partie de ton journal de bord en direct, mais il y a aussi beaucoup d'images qui sont vraiment super belles. Donc en plus de ton site internet, c'est surtout la page Facebook qui est actualisée très très régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir les ours, le Brise-Glace et puis l'ambiance aussi assez magique des paysages que tu traverses. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou on est bon? On est bon. Un grand merci à la Guilde, comme tu le disais, qui a soutenu le projet dès le début. Donc merci beaucoup pour cette confiance qui m'a aussi introduit dans un réseau aussi de personnes assez formidables. Donc ouais, c'est vraiment un super incubateur pour les premières expériences, notamment comme la mienne. Donc voilà. Merci Marion, merci à Dominique, toi. et puis, à très bientôt. Merci Vincent. La parole de Dominique. Et on le dit pas suffisamment assez, le projet, c'est la partie vraiment immergée de l'iceberg. En amont, il y a des mois, voire des années. Je sais que pour Vincent, ça a été des années. C'est vraiment un beau projet de préparation en amont de plusieurs années. Bravo encore. Merci. Salut à toi et bon retour. Nos invités suivants s'appellent The Cross Border Mountain Trip. Derrière l'acronyme TCBMT se cache un couple génial, un couple de montagnards férus de géopolitique. Vous allez le voir, ils ont un côté dessous des cartes. Leur projet allie aventure, montagne et géopolitique, avec l'ascension de 12 sommets transfrontaliers entre la France et le Pakistan, où ils étaient il y a encore quelques jours, et ils sont désormais en Arménie. L'itinéraire de leur aventure est étonnant. Bienvenue à vous, Marie Poulain et Jean Mixka. Bonjour les amis, comment allez-vous et d'où appelez-vous précisément? Bonsoir à tous. Alors, on vous appelle actuellement en direct de Erevan, donc la capitale de l'Arménie. Voilà, et on est content d'être avec vous. Donc, comme tu nous as déjà présenté, Dominique, moi c'est Marie. Et moi c'est Jean. Donc, on est passionnés de montagne, passionnés d'aventure et aussi un peu de géopolitique, évidemment. Quand même. Voilà. Alors, expliquez-nous justement en quoi consiste votre projet, quel a été votre itinéraire. On a un diaporama qu'on va passer et qui va permettre aussi pour vous d'être un support aussi. Oui, alors notre projet de base, c'était l'ascension de 14 sommets transfrontaliers entre la France et le Pakistan. Donc, comme vous pouvez voir, tous les pays qu'on a traversés sur la carte. Et donc, dans le but de mettre en avant ces deux piliers, les sports de montagne, donc ski de randonnée, alpinisme et randonnée, et géopolitique des frontières. Voilà, donc on est parti en septembre 2020. Donc là, ça fait 10 mois, le projet commence à toucher à sa fin. On a plein de choses à raconter. On espère qu'on vous donnera justement un peu envie et tout. Et on peut commencer déjà à se poser la question pourquoi nous, on s'intéresse aux frontières. Voilà, donc nous, en fait, on a commencé le projet avec le GR5, en mi-septembre de l'année dernière. Donc le GR5, c'est un trek qui traverse en fait toutes les Alpes françaises sur 50 km et qui fait quand même des petits crochets en Italie et en Suisse. Et on s'est rendu compte en fait, c'était en fait un début en douceur parce que qu'on ne voyait pas en fait qu'on changeait de pays. Et donc, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était justement de voir, en fait, que les frontières, c'était souvent à l'étranger, donc pas comme en Europe, cette Europe un peu qu'on a sans frontières, mais voilà, des zones qui étaient plutôt tendues. Donc, on avait envie d'aller explorer, en fait, ces zones-là. Pas juste parce que c'est compliqué, mais c'est aussi des zones qui sont inexplorées, des zones qui sont compliquées à atteindre et qui ont justement aussi, par exemple, une nature qui est préservée parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui s'y rendent. Alors, malheureusement, on n'a pas du tout le temps de vous parler de toutes les aventures qu'on a eues au cours de ces 10 mois. Donc, on va vous parler de certaines ascensions qui nous ont marquées et qui illustrent un peu les difficultés, mais aussi le plaisir qu'on a eu, en fait, à grimper ces sommets. Voilà. Donc, on peut commencer avec notre premier sommet qui était en Irak, le plus haut sommet irakien. Donc, le mont Al-Ghur, c'est le plus haut sommet d'Irak et le plus haut sommet aussi du Kurdistan irakien, donc la région, en fait, autonome, qui est justement en rose sur la carte, donc qui est en Irak. Et qui est sur la frontière iranienne et qui est aussi très proche de la Turquie. Donc, il y a pas mal de choses à dire. On y allait en janvier pour faire son ascension à ski de randonnée. Donc, c'est un projet qu'on a eu. On s'est dit, ça pourrait être trop chouette de le faire à ski. Il y avait de grosses difficultés administratives et logistiques. Par exemple, c'est une zone qui est extrêmement minée depuis la guerre Iran-Irak dans les années 80-90. Et c'est un peu signalisé, mais durant l'hiver, c'est tout sous la neige. C'est tout sous la neige. Donc, on avait déjà ce petit problème-là. Voilà.
Le deuxième problème, c'était… Ensuite, comme pas mal de zones justement frontalières, c'est souvent des zones militaires. Donc, qui dit zone militaire dit checkpoint militaire. Et qui est très difficile à passer pour les étrangers. Mais en plus, comme vous vous en doutez, c'est pas trop un pays touristique, l'Irak, donc ils ont pas trop l'habitude de voir des touristes. Donc il fallait, en plus de ça, trouver des locaux, faire des contacts pour essayer d'y aller avec des locaux, en fait, pour qu'on puisse passer sur ce checkpoint. Oui, ça marche beaucoup par contact, donc faut prendre le temps. Donc, mais on a réussi. Mais on avait encore une petite donne géopolitique. On a eu la chance que c'était plutôt calme parce que c'est aussi là où se cache une branche armée des Kurdes, des combattants kurdes. Le PKK, donc une partie de travers du Kurdistan. Il y a souvent des raids de l'armée turque dans la région. Et là, c'était assez calme, donc on a pu passer. On a eu les permis, on a eu quelqu'un qui avait bien voulu nous accompagner, nous montrer où étaient les mines et pas ce qui est dessus. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui était assez incroyable, c'est que on avait une idée totalement fausse en fait des montagnes, donc cette chaîne de montagnes qui est la chaîne du Zagros, donc en Irak, parce que c'est un relief qui est très alpin, qui est très escarpé, et on s'attendait pas à avoir des aussi belles montagnes. L'ascension était tout simplement magnifique, et comme on peut imaginer le ski de rando un peu chez nous, mais avec un peu plus de défis, un peu plus d'altitude, on pourrait dire, et puis plus sauvage. Et voilà, donc en fait, au sommet, voilà, on voyait juste en face de nous donc le poste frontalier de l'Iran qui est là justement pour surveiller la zone. On a eu une belle remontée de couloir justement sur la fin, donc sur les 500 derniers mètres, voilà, en crampons piolets. Enfin, tout ce qu'on s'imaginait pas de l'Irak, clairement. Et dès cette aventure, finalement, dès cette première aventure, enfin, vous avez eu ce sentiment finalement de découvrir par votre présence sur les lieux, de justifier vos pérégrinations, parce que vous êtes étudiant, vous étudiez la géopolitique, mais entre le fait de le lire dans les bouquins ou de regarder des vidéos, c'est pas du tout la même chose que d'y être. Donc, exactement. Par exemple, c'était trop intéressant parce qu'on sait très bien que, voilà, par exemple, l'Iran est sous un embargo économique assez important. Et on a vu, quand on était en Irak, justement, pas mal de passeurs qui faisaient transiter des biens de la vie de tous les jours. Hein. Pas forcément, oui, de l'alcool, évidemment, aussi, parce que c'est interdit, mais également des biens de jeans, enfin, plein de choses qui sont interdites là-bas. Et donc, on voyait les passeurs passer à travers la montagne. Donc, c'est trop intéressant de voir. En plus, on était en Iran il y a 3 ans et justement, on avait eu de la bière, par exemple, qui venait d'Irak. Donc, c'était aussi intéressant de voir tout ça sur place, en fait. D'accord. Et alors, la deuxième aventure, par exemple, enfin, votre deuxième ascension. Alors, donc ça, c'est pas exactement la première, mais une qu'on voulait mettre en avant. Voilà, ça, c'est encore des photos d'Irak, justement. Voilà. Donc, longue journée, justement. Voilà, encore Irak, exact. C'est technique. Une question, c'est technique vos ascensions, à quel point c'est technique? Parce qu'il y a des ascensions qui sont de plus de 4000 mètres, parfois qui avoisinent même les 5000. Donc vous avez mentionné piolet, crampons. Est-ce qu'il y a des passages qui sont un peu touchy ou ça allait? C'était jamais extrême parce que vu qu'on n'est pas dans nos zones de confort, disons, des Alpes. Et qu'on n'est pas non plus, voilà, par rapport à nos collègues qui parlent dans le direct de l'aventure, on n'est pas les plus forts. Hein. On est des passionnés de montagne, mais avec notre niveau qui reste moyen, mais qui nous permet quand même de faire des choses. En fait, la grande force, je dirais, de notre projet, c'est de pouvoir allier notre expérience de montagne qui est grande, mais qui est pas là. On va pas faire les pentes les plus raides, les parois les plus raides, mais on va pouvoir aller justement dans les endroits où les gens ne vont pas trop par peur et par. Donc on arrive en fait à un peu allier. Évidemment, il y aura des trucs techniques pour les non-initiés ou même pour les initiés, mais on va pas faire les trucs. On va pas ouvrir une nouvelle voie. D'accord, c'est pas l'objectif, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu. Oui, c'est technique, mais c'est pas extrême. Et donc, par exemple, si on peut prendre un deuxième exemple, un peu de ce qu'on a fait. Après, on a passé 3 mois dans les Balkans à faire uniquement du ski de randonnée. Là, par exemple, les difficultés sont tout autres parce qu'elles sont plus liées à la montagne, mais qu'on a pu surpasser, comme on va un peu vous le montrer. Donc, les Balkans, c'est une zone qui est passionnante parce que c'est l'ex-Yougoslavie et énormément de frontières qui font l'objet de litiges. Et en plus, la majorité des frontières sont en montagne parce que c'est des reliefs qui sont très montagneux. Et donc, voilà, on a passé 3 mois donc, dans les pays. Vous pouvez voir sur la carte, donc, à faire du ski de randonnée. Et donc, en fait, la technicité, elle est plus dans le fait qu'il n'y a pas de topo, il n'y a pas de bulletin d'avalanche. Il y a toutes les difficultés liées en fait au ski de randonnée qui sont donc les avalanches, les conditions météorologiques. C'est une région qui est très venteuse aussi. Donc c'est très compliqué en fait avant de savoir à quoi ce que l'on s'attend parce qu'il n'y a rien sur Internet, il n'y a rien. Donc là, ce qu'on a vraiment fait, c'est avoir beaucoup de contacts locaux sur place, des clubs de montagne, bien que le ski de randonnée n'est pas du tout pratiqué, sauf en Bulgarie. Ils ont quand même des compétences et une connaissance de la montagne qui est très forte et on a eu énormément d'échanges avec eux.
on a créé des super liens avec eux. Par exemple, en Macédoine du Nord, c'était super chouette parce qu'on a fait la rencontre de pas mal de clubs clubs locaux de montagne, pardon. Et donc eux, ils nous donnaient des informations et en échange, malheureusement, le ski de randonnée n'est pas du tout pratiqué dans leur pays, alors qu'il y a un énorme potentiel. On a fait des ateliers de présentation justement de donc la discipline du ski de randonnée. Donc c'est un peu ce qu'on s'est rendu compte dans le projet, que c'était chouette parce que vu que nos sommets n'étaient pas trop parcourus et on avait besoin un peu de connaissances sur ces sommets-là, ça nous permettait donc de tisser du lien en fait, à travers la montagne avec les locaux et donc d'avoir des contacts en plus avec plein de passionnés de montagne à travers le monde entier et de se faire de plein de nouveaux amis en fait. Et voilà. d'avoir toutes les données qui nous manquaient justement quand on n'est pas sur place. Et sur la photo justement donc d'avant, on voyait donc les montagnes. Donc c'est l'ascension du Corral. Donc le Corral c'est le plus haut sommet donc de l'Albanie et le plus haut sommet de la Macédoine du Nord. Donc un sommet transfrontalier. Et ça illustre bien un peu les difficultés parce qu'on avait prévu de le faire à partir de la Macédoine du Nord. Et malheureusement, il y avait des conditions qui étaient très avalancheuses. Donc les sommets, on était en Macédoine du Nord, donc on n'a pas pu faire son ascension. Donc on s'est rendu de l'autre côté, donc par l'Albanie. Donc on a fait un long périple pour aller justement du côté albanais et faire son ascension donc par l'Albanie. Et là, c'est une ascension magnifique. C'est des villages en Albanie très reculés. Même la plus grande partie de l'aventure, c'est d'atteindre ces villages. Et après, c'est des villages magnifiques. C'est vraiment incroyable. Et on est tout seul, on fait du ski rando. C'est vraiment, après, c'est que du plaisir quand on est là-haut. Vous dormiez où vous avez parlé de refuge. Est-ce que de temps en temps, vous avez planté la tente aussi? Refuge, sous tente. Dans les Balkans, un peu, pas énormément, pas autant qu'après, parce qu'il faisait extrêmement froid au moment où on était. Il y a un peu des températures extrêmes, donc c'était souvent qu'il faisait -20, donc en montagne encore moins. Mais ce qui nous a permis d'avoir énormément de chance, qu'on a eu énormément de neige cette année dans les Balkans. Voilà. D'accord. Mais on se faisait souvent héberger par justement nos contacts locaux, donc ça nous arrangeait bien. On utilise aussi les sites collaboratifs comme Couchsurfing donc pour aller dormir chez l'habitant, etc. Donc ça nous permet aussi de… Donc, votre conseil pour aller à la montagne, finalement, c'est plutôt les Balkans, c'est un coin sympa? Ouais. C'est un coin sympa, ouais. Oui, pour le ski, c'est génial. Et pour la randonnée, l'été, c'est aussi super. Je ne connais pas. Mais enfin, de ce qu'on a vu, un peu, c'est génial. Et alors, en continuant dans le diaporama, on en arrivait là à une zone peut-être qui avait l'air un peu plus sensible. Est-ce que quelle est la zone finalement où vous avez senti peut-être les tensions les plus palpables et les tensions les plus palpables par rapport à vos cours finalement, à ce que vous en aviez en vision théorique? Justement, dans la zone qui est sur la carte, c'est des tensions qui sont très palpables. Après, nous, on le ressent. Enfin, c'est une zone qu'on connaît très bien parce que donc, on est étudiant en relations internationales et spécialisé sur le Moyen-Orient. On a déjà vécu plusieurs années en fait au Moyen-Orient, donc je pense que c'est des zones palpables mais qu'on ressent moins comme ça parce qu'on les connaît bien, donc on arrive à bien, on va dire, jauger si c'est vraiment dangereux ou pas. Mais là, sur le coup, donc c'est le mont Hermon, donc qui est le plus haut sommet syrien et qui a la frontière avec le Liban. Et qui est à la frontière à Liban et Syrie. Et c'est aussi le point culminant, on peut voir sur la carte justement du plateau du Golan qui est occupé illégalement par Israël. Donc c'est une zone qui est très tendue. Et au sommet de notre projet, le mont Hermon, il y a même une mission de l'ONU de maintien de la paix. Donc c'est une zone qui est déjà très très chaude. Donc on a réussi à avoir les permis militaires, on a eu des amis pour pouvoir pour pouvoir y aller parce qu'on ne peut pas en tant qu'étranger y aller tout seul. Mais on n'a pas pu aller jusqu'au sommet. On a dû s'arrêter 400 mètres avant le sommet, justement parce que là, on était justement dans un moment de regain de tension extrêmement fort. En mai, donc si vous avez un peu suivi l'actualité, il y avait le regain de tension pour le conflit israélo-palestinien. Et en fait, il faut savoir qu'au Moyen-Orient, généralement, quand il y a un regain de tension israélo-palestinien, ça rend très vite la situation tendue au Moyen-Orient. Et donc, on était justement au cœur un peu des manifestations justement pro-palestiniennes à la frontière avec Israël, juste un jour avant de faire le sommet. On ne savait pas trop si on allait nous laisser la possibilité d'aller jusqu'au sommet. Et justement, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au sommet parce que il y avait un regain de tension. Et donc, la Syrie, qui était, on va dire, très à cheval sur les frontières, il y a déjà eu des accidents, des skieurs de randonnée qui avaient fait ce sommet-là, justement, qui se sont fait tirer dessus par l'armée syrienne. On les a pris. D'accord. Et on parle même pas du Covid, des changements de programme que vous avez eus, parce que votre itinéraire, voilà, vous l'avez modifié je ne sais pas combien de fois. C'est ça, c'était une donnée finalement qui était positive parce que ça nous a donné aussi d'autres idées qui étaient super chouettes. Pas totalement prévues. Comme le Al-Gourd en Irak. Justement. On prévoyait vraiment 2 semaines en avance, pas plus loin, parce que ça changeait tout le temps. Même les règles n'étaient pas claires. Même les gardes frontaliers, on s'est retrouvé face à des gardes frontaliers qui n'étaient pas d'accord eux-mêmes sur les règles, si on pouvait rentrer ou non. Puis ils n'ont pas de touristes, donc on arrive en tant que Français, ils ne savent pas les règles et ils créent leurs propres règles, qui parfois sont en notre faveur ou parfois en notre défaveur. Donc on voit la situation.
Deux petites questions avant de finir. Est-ce que vous avez vous allez faire un film de votre périple? Et deuxième question, est-ce que vous allez rapporter auprès de votre école finalement? Est-ce que ça va se matérialiser par quelque chose, un échange ou un rapport ou je ne sais quoi? Alors, pour le film, malheureusement, on n'est pas les meilleurs en, disons, en communication. On n'a pas de vidéo. On n'a pas de vidéo à proprement parler, donc malheureusement non, même si ça a été quelque chose qu'on a voulu, mais on n'est pas les plus forts dans ça, ça nous aurait pris trop de temps par rapport à nos recherches justement académiques. Qu'on faisait en parallèle. Ouais. Et donc, par contre, oui, on va faire plein de choses avec ça parce que là, on a énormément de matériel. On va écrire plein d'articles. On a déjà écrit pas mal. On a déjà écrit 2 articles, un académique, l'autre journalistique. Sur la Rarat, sur le mont Arad, donc le plus haut sommet de la Turquie. Et notre but, c'est vraiment de partager un peu ce qu'on a pu faire, que ce soit du côté de l'aventure, mais aussi du côté académique, parce que justement, on peut avoir des informations géniales. Pour conclure un peu, en fait, le cœur de ce projet, justement, c'est il y a 2 piliers, c'est l'aventure et la recherche, et les deux se complètent parfaitement parce que grâce à la recherche, on peut savoir au préalable ce que l'on peut faire, les permis qu'il faut, avoir des contacts très intéressants et avoir plein de données qui permettent d'aller faire l'aventure, pousser l'aventure au maximum, comme par exemple là sur le mont Ararat, sur la photo. Et quand on est sur place, ça nous permet en fait de ne pas avoir la casquette de chercheur mais de montagnard. Donc en fait, sans le vouloir, de se retrouver souvent avec des informations qui vont nous servir par la suite. Mais voilà, nous on y va comme montagnard et enfin c'est ce qu'on est aussi avant tout. Mais d'avoir accès à des informations voilà qu'on pensait pas, et c'est typiquement le cas sur le mont Ararat parce qu'on avait fait un stage de recherche justement. On a passé tout notre mois de novembre à Istanbul à faire un stage de recherche sur le mont Ararat, donc d'où nos recherches derrière, et à faire la session d'ascension en juin dernier, il y a 2 semaines à peu près. Alors, si on veut plus d'informations, déjà, bon, merci d'avoir fait l'exercice de présenter votre projet en un quart d'heure. Si on veut plus d'informations, on vous retrouve vous avez un site internet de Cross Border Mountain Trip, et puis vous communiquez aussi sur Instagram. Donc, on va mettre les 2 liens dans le chat pour ceux qui souhaiteraient vous suivre. Merci à vous, Jean et Marie, merci infiniment. Et puis, bonne fin de périple. On a hâte de vous avoir en présentiel aux Angos, évidemment. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut. Et Marion, je te donne la parole pour présenter notre dernier invité qui est Steven Luyaric, qui va monter sur scène me rejoindre en live. Donc, on est très content d'avoir Steven avec nous pour ce dernier projet, puisqu'il est en direct de Namibie, après un tour de 4000 km en 20 jours. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un grand projet assez incroyable qui s'appelle 666 Project, donc 666 pour 6 déserts les plus durs, les plus hostiles du monde, sur 6 continents et en 6 mois. Voilà, donc c'est une toute nouvelle grande expédition qui a fait rêver toute la communauté qui le suit. Certains le suivent d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant. Et donc Steven, c'est un cycliste pas comme les autres, donc c'est un grand sportif qui aime les grands espaces sauvages. On l'avait déjà suivi début 2018 de retour du Népal, donc après avoir parcouru le Great Himalaya Trail, donc à vélo, oui, à vélo. Donc c'était déjà un projet ambitieux à l'époque, et alors là on prend une nouvelle envergure avec cette nouvelle expédition. Donc Steven, je vois que tu es avec nous, tu as réussi à te connecter, merci beaucoup d'être là. Est-ce que du coup tu peux te représenter le projet et surtout nous dire là où tu en es aujourd'hui, parce que je crois que tu viens juste de clôturer une étape importante. Merci déjà pour l'invitation. Désolé pour le reflet qui est en plein milieu de ma face, mais je fais un peu avec les moyens du bord parce qu'il fait nuit, je pense comme vous. En Namibie, je suis à Windhoek, donc capitale de ce pays assez extraordinaire que je viens de traverser, pas en long, en large et en travers, mais pas loin quand même, parce que c'était la première étape d'un projet qui s'appelle 666 Project, qui est de traverser les 6 déserts, les 6 déserts les plus hostiles du monde sur 6 continents en 6 mois. Donc le premier projet de ce 666, l'introduction était un Paris-Dakar en vélo en 20 jours. Donc j'ai fait ça il y a maintenant 1 an et demi. Et ce projet Namibia Desert Project était
un projet de grand tour de Namibie. Il y avait même un gros passage au Botswana que j'ai dû annuler pour des raisons Covid exclusivement, parce que c'était très compliqué d'ailleurs pour partir. Le pays a été fermé le jour de mon départ. Et donc voilà, c'est un projet de 4200, j'ai fait 4250 km selon, ça dépend si c'est ma balise GPS ou mon compteur. Et voilà, traverser le désert du Namib au début et à la fin. Et puis enchaîner avec le Kalahari, enchaîner avec le Fish River Canyon, enchaîner avec le nord du pays, la frontière angolaise, rencontre avec les peuples Himba, rencontrer d'autres populations autochtones, même si je déteste ce mot. Et voilà, aller au bout de ce rêve d'aventure, ce premier désert. J'ai fait ça assez vite. J'ai mis 18 jours pour des raisons, disons, multiples. La première, c'est que j'aime me sentir vivant, et pour ça, il y a toujours un axe un peu performance dans mes projets. Dans l'Himalaya, ça a duré 51 jours pour 2000 km et 90 000 mètres de dénivelé positif. D'ailleurs, c'était un projet La Guilde. Hein. Et ensuite, Paris-Dakar en 20 jours, c'était un peu pareil. L'idée, c'était d'aller vite pour montrer à la dimension de l'homme dans des univers hostiles. Et puis d'affronter des températures qui vont de... là, les nuits sont très froides. C'est pour ça que j'ai une petite doudoune. Là, il fait 4-5 degrés le soir, parce qu'on est à 2000 mètres, là, à Windhoek. Mais j'ai eu moins 2 à 5-7 degrés la nuit, et le jour entre 27 et 52 degrés les 2 derniers jours, où c'était un peu compliqué, ouais. Et du coup, là, tu es dans quel état d'esprit? J'imagine que tu as eu plein d'émotions diverses qui te traversent. Tu es dans quel état d'esprit à la suite de ça? Je suis... En fait, j'ai pas vraiment réalisé. C'était assez spécial la fin d'aventure, parce que je me dis toujours qu'il faut que je prenne une journée un peu cool à la fin en faisant une étape un peu courte, et j'y arrive jamais. J'arrive jamais à profiter vraiment du moment. Et en fait, je pense que j'ai profité tous les jours. Ça a été tellement dur, tellement fort, en émotions multiples, en paysages, en lever de soleil, coucher de soleil, en ciel absolument incroyable, parce que ouais, c'est l'Afrique, quoi. Il n'y a aucune pollution lumineuse. Ces déserts sont par définition absolument déserts, et on n'a pas vu beaucoup de monde sur la partie descente du Namib. Et ensuite, j'ai eu un gros problème avec mon vélo. J'ai cru que c'était terminé au bout de 5 jours. C'est reparti après une réparation de fortune à Kitmanshop. Je suis revenu sur ma trace. Et voilà, j'ai vécu un truc comme beaucoup d'expéditions que j'ai entendues précédemment, assez inexplicable. Mais les mots arrivent petit à petit, et puis le fait d'écrire quotidiennement à mes followers, aux gens qui me suivent, ça m'a permis d'en profiter, je pense, tous les jours, et d'essayer de mettre des mots sur des émotions, des sensations qui sont difficiles à exprimer. Ouais, c'est difficile à exprimer. Le dernier jour, par exemple, j'arrivais pas à écrire. Ma petite team Agile Média peut en témoigner. C'était dur j'avais plus envie de parler, en fait. J'avais juste envie de profiter, de me dire c'est fait, quoi. C'est fait, c'est réussi. Et puis voilà. Et puis c'était un projet de sensibilisation. J'ai toujours le rêve idéaliste de sensibiliser sur des valeurs fortes, que ça soit la rencontre avec des populations locales assez reculées, comme je l'ai entendu précédemment, mais aussi le dérèglement climatique, montrer l'adaptation d'un homme, qu'il soit sportif ou non, à la chaleur. Là, j'ai poussé mon corps assez fort, plus qu'à Dakar, un peu moins que dans l'Himalaya, je pense. Je pense que j'étais plus fort que dans l'Himalaya. Mais j'entends pas beaucoup d'aventuriers, en fait, parler de cette performance physique. Elle est souvent... ça m'a fait plaisir que le premier intervenant en parle, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'aventuriers sportifs, ou de sportifs aventuriers, ou d'ultra-endurance athlètes qui vont vers l'aventure. Alors, ça change un peu la donne des aventures,
différentes ou qui deviennent un peu plus 2.0 ou je ne sais pas comment appeler ça, mais moi j'ai besoin de me sentir prêt pour ces aventures. C'est peut-être mon passé de sportif de haut niveau qui fait ça, mais j'étais prêt pour ça. Alors j'ai chié évidemment comme toujours, mais non, c'était incroyable, c'était fort. Et puis ouais, j'ai fait rouler des Himba, quoi. J'ai fait rouler après des Maasai, des moines bouddhistes dans l'Himalaya. J'ai fait rouler des Himba en Namibie, c'est quand même dingue. Et puis j'ai roulé avec des girafes, j'ai roulé avec des oryx, j'ai battu un oryx au sprint quand même. Donc ouais, je suis assez fier de tout ça, assez fier d'avoir montré ces images presque en instantané. Et je pense que la suite va être belle avec la production encore d'un joli documentaire sur ce projet. Je pense un livre photo, parce que j'y ai pensé tout le projet. Je pense que ces projets sont vraiment des projets visuels qu'il faut montrer. L'idée, c'est de montrer le plus beau de cette planète pour la protéger, montrer des animaux, pour certains préhistoriques. Pour moi, c'est la meilleure manière de donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de rencontrer ces animaux et de les protéger, donc protéger la planète, voilà. Super, bah écoute, merci beaucoup. C'était hyper concis, synthétique. Et t'as pas mal d'expéditions à ton actif maintenant, et t'as aussi une équipe qui t'accompagne désormais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui ils sont, quels sont leurs rôles avec toi sur le terrain? Ouais, c'est toujours difficile de parler de ça parce que c'est toujours quelque chose de tabou. J'ai l'impression chez les aventuriers, l'image, est-ce que tu es assisté, pas assisté? Moi, je décide que toutes mes expéditions sont en autonomie totale jusqu'à une certaine limite. Quand on fait Paris-Dakar en vélo, évidemment, on est sur une route voilà, où il y a des magasins, donc j'achète à manger là où je peux acheter à manger. Et là, c'était ça. La seule différence, c'est que j'avais choisi de me doter d'une équipe hyper performante en termes d'image avec un couple, Florent Schneider et Chloé Joudrier, qui est journaliste et qui retranscrivait en instantané mes émotions que j'enregistrais sur un dictaphone et on faisait au quotidien 2 posts sur mes réseaux sociaux qui montraient des moments de vie ou des sensations ou des émotions ou des choses que je vivais. C'est quoi le Namib, c'est quoi les températures extrêmes, c'est quoi les animaux présents en Namibie et combien j'en ai vu, c'est quoi les températures. Voilà, pour montrer, sensibiliser, puis faire rêver. Donc, il y avait ça. J'avais mon assistante Mélanie en backup en France. Et puis après, ouais, il y avait... j'avais toujours des gens qui étaient sur mon tracking en train de regarder. J'avais 20 000 assistants qui étaient en train de me dire là, tu vas à l'envers. Donc, ouais, j'ai une équipe maintenant très, très... très très forte à mes côtés parce que je suis très exigeant avec moi-même et du coup je suis un peu exigeant avec les autres et en fait ça a super bien marché et je suis très fier de ça en fait parce que c'est hyper à faire, ne serait-ce que les connexions, le web et tout ça en Namibie ou au Népal ou partout dans le monde. C'est toujours mon rêve idéaliste de dire allez, on va transmettre l'Himalaya en direct. C'est pas possible. Bah ouais, bon, on va essayer de le faire et on a réussi à le faire dans l'Himalaya, là on a réussi à le faire ici. Et puis voilà, c'est fort. C'était des émotions fortes. Après, c'est toujours difficile, je pense, pour eux. Je pense que je les ferai intervenir en conférence et peut-être sur mes réseaux aussi, de voir un espèce d'animal en dehors d'une voiture la nuit avec des bruits, pour certains, de grands animaux comme des éléphants qui étaient à moins de 500 mètres de moi et ne rien pouvoir faire, quoi. Parce que je continuais comme un animal un peu blessé des fois jusqu'au bout de la nuit et ouais, ça doit être une sensation assez spéciale que j'ai jamais trop ressentie, mais ouais, c'était très fort. Il y avait ça aussi, cette dimension là humaine était forte, quoi. On la sent bien dans le projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour ton témoignage, et c'est vrai que du coup via les réseaux sociaux, sur Facebook, on peut suivre en direct tout ça. Il y a des super belles images et effectivement, il y a une carte interactive sur ton site internet qui permet aux gens de suivre vraiment en direct, quoi.
Merci beaucoup, Steven. On va mettre tout ça dans le chat. À bientôt pour la prochaine expo. Merci, Steven. Merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Ce direct de l'aventure touche à sa fin. Le prochain sera début septembre. Merci à tous de votre présence. À très bientôt. Merci encore à nos invités. Bon vent. On se fait plaisir. On se quitte avec notre générique. Ciao. À bientôt. Quasiment à 3700 mètres d'altitude, tu fais 5 pas comme ça en tirant l'aile, t'es éclaté.